Il existe une question que très peu de personnes prennent le temps de se poser. Une question simple en apparence, mais qui possède le pouvoir de transformer toute une existence. La vie que tu vis aujourd'hui, est-elle réellement la tienne ? Ou bien est-elle, en partie, le résultat d'attentes invisibles que tu as progressivement intégrées sans même t'en rendre compte ? Depuis l'enfance, l'être humain apprend à naviguer dans un monde rempli de regards. Les regards de la famille, de l'école, de la société, des amis, des inconnus. Chacun de ces regards porte avec lui des attentes, des jugements, des idées sur ce que nous devrions être, sur la manière dont nous devrions vivre, penser, réussir. Au début, ces influences semblent naturelles. Elles nous aident à nous intégrer, à trouver notre place dans la communauté humaine. Mais au fil du temps, un phénomène plus subtil commence à se produire. Sans même nous en apercevoir, nous commençons à nous regarder à travers les yeux des autres. Nos choix deviennent plus prudents, nos paroles plus calculées, nos désirs plus filtrés. Peu à peu, une question silencieuse commence à orienter nos actions. Que vont penser les autres ? Cette question paraît inoffensive. Pourtant, lorsqu'elle devient trop présente, elle peut lentement déplacer le centre de notre existence. Au lieu de vivre à partir de notre propre expérience intérieure, nous commençons à vivre à partir de la perception que nous imaginons chez les autres. La psychologie profonde, notamment celle développée par Carl Gustav Jung, nous rappelle que ce déplacement intérieur peut avoir des conséquences importantes. Lorsque l'individu perd le contact avec son centre intérieur, il peut continuer à fonctionner dans le monde, parfois même avec succès, tout en ressentant une étrange sensation de décalage. Comme si quelque chose d'essentiel restait inexploré. Ce sentiment n'est pas un signe de faiblesse. Il peut au contraire représenter le début d'un éveil intérieur. Le moment où l'individu commence à pressentir que sa vie ne doit pas seulement être vécue selon les attentes extérieures, mais aussi selon une vérité plus profonde. Car derrière les rôles sociaux, derrière les masques que nous portons, derrière les comparaisons et les jugements, existe une dimension plus intime de l'être humain. Une dimension qui ne se révèle pleinement que lorsque l'on ose regarder à l'intérieur. Et c'est précisément ce voyage intérieur que nous allons explorer. Mais avant de retrouver ce centre intérieur, il faut d'abord comprendre comment, presque imperceptiblement, l'être humain commence à s'en éloigner. Il existe un moment très discret dans la vie d'un être humain, un moment si subtil que la plupart des gens ne le remarquent jamais. Pourtant, c'est là que quelque chose de fondamental commence à se transformer. Au début de l'enfance, l'être humain découvre le regard des autres comme on découvre un miroir. Ce miroir ne montre pas seulement un visage, il semble révéler une valeur, une place, une identité. Un sourire d'approbation peut créer une sensation de chaleur intérieure. Un regard critique, au contraire, peut produire une fissure presque invisible dans l'âme. Peu à peu, l'enfant apprend une règle silencieuse. Certaines attitudes attirent de l'acceptation, d'autres provoquent le rejet. Sans même s'en rendre compte, il commence alors à ajuster son comportement. Il ne s'agit pas encore d'une manipulation consciente. C'est simplement une tentative instinctive d'appartenir, d'être accueilli dans le monde humain. Mais à mesure que les années passent, ce mécanisme se renforce. La famille, l'école, les cercles sociaux et la culture elle-même deviennent des surfaces réfléchissantes. Chaque réaction, chaque commentaire, chaque comparaison agit comme un message implicite. Voilà ce que tu devrais être, voilà ce que tu devrais éviter, voilà ce qui mérite l'approbation. L'individu commence alors à chercher dans ses regards extérieurs quelque chose qui devrait normalement émerger de l'intérieur. La confirmation de sa propre valeur. Sans s'en apercevoir, la personne développe une sorte de boussole psychologique orientée vers l'extérieur. Les décisions, les choix, parfois même les rêves, commencent à se calibrer selon la réaction anticipée des autres. Ce qui était au départ un simple mécanisme d'adaptation devient progressivement une structure profonde de l'identité.
Le problème n'apparaît pas immédiatement. Au contraire, cette adaptation semble souvent fonctionner. Elle permet d'être acceptée, d'éviter les conflits, d'obtenir une reconnaissance sociale, mais dans les couches plus profondes de la psyché, quelque chose commence à se déplacer. Le centre intérieur devient flou. Lorsque la perception de soi dépend trop fortement des réactions du monde, l'individu cesse lentement de se référer à sa propre expérience intérieure. Il commence à ressentir ce qu'il croit devoir ressentir. Il commence à vouloir ce qu'il pense devoir vouloir. Ce phénomène, souvent décrit dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, marque l'un des premiers pas vers une forme subtile d'aliénation intérieure. Avec le temps, les signes deviennent perceptibles. Une fatigue psychologique qui n'a pas de cause apparente. Une sensation étrange de vide, comme si quelque chose d'essentiel restait inaccessible. Et parfois, l'impression troublante de jouer un rôle dans sa propre vie, comme si une partie de soi observait silencieusement la scène sans jamais vraiment y participer. Et c'est précisément dans cette recherche silencieuse d'approbation que commence à se former quelque chose de plus subtil, le masque que nous présentons au monde. Imagine un instant que chaque être humain marche dans le monde avec un visage qu'il a fabriqué lui-même. Pas un visage physique, mais un visage psychologique. Un masque façonné au fil des années, poli par les attentes des autres, ajusté par la peur d'être rejeté. Ce masque n'est pas nécessairement faux. Il remplit même une fonction essentielle. Dans la psychologie analytique développée par Carl Gustav Jung, ce masque porte un nom précis. La persona. La persona est la partie de nous qui se présente au monde. Elle agit comme une interface entre l'individu et la société. Grâce à elle, nous savons comment nous comporter dans différents contextes, au travail, en famille, entre amis, dans l'espace public. Elle organise notre manière de parler, de nous habiller, de réagir. Sans cette structure psychologique, l'intégration sociale serait presque impossible. La persona permet à l'individu de fonctionner dans le monde collectif, elle crée une forme de stabilité, elle donne une impression de cohérence. Aux yeux des autres, elle devient la représentation visible de ce que nous sommes censés être. Mais c'est précisément ici que commence le piège, car ce masque, qui devait être un simple outil d'adaptation, peut progressivement devenir une prison invisible. Au début, la persona est quelque chose que l'on porte. Avec le temps, elle devient quelque chose que l'on croit être. La frontière entre l'image sociale et l'identité profonde se brouille peu à peu. L'individu commence alors à organiser toute sa vie autour du maintien de cette image. Il surveille ses paroles. Il contrôle ses réactions. Il ajuste ses opinions selon l'environnement dans lequel il se trouve. Chaque interaction devient une sorte de scène où la persona doit rester cohérente, stable, crédible. Le problème n'est pas seulement l'effort constant que cela demande. Le véritable problème est que certaines parties de la personnalité commencent à disparaître dans l'ombre. Les émotions jugées inacceptables, les pensées qui ne correspondent pas à l'image construite, les désirs qui risqueraient de fissurer le masque, tout cela est progressivement repoussé hors du champ de la conscience. La vie psychique se réorganise alors autour d'un objectif implicite: protéger l'image. Et plus cette image devient centrale, plus la dépendance au regard extérieur s'intensifie. L'approbation devient une sorte de carburant psychologique. Les compliments renforcent le masque. Les critiques, au contraire, créent une menace profonde. C'est pourquoi la peur du jugement peut devenir si intense. Car si quelqu'un remet en question la persona, ce n'est plus seulement une opinion qui est touchée, c'est toute l'identité apparente qui semble vaciller. Lorsque ce processus atteint un certain niveau, la vie intérieure commence à perdre sa spontanéité. Les choix ne sont plus guidés par une nécessité profonde, mais par la nécessité de maintenir une image cohérente aux yeux du monde. Et dans ce silence intérieur, quelque chose d'essentiel commence à s'effacer.
quelque chose qui ne peut pas être contenu dans un masque. Une fois ce masque installé, une autre force vient renforcer son pouvoir sur notre esprit. La comparaison constante avec la vie des autres. Il existe une habitude mentale si répandue qu'elle paraît presque naturelle. Une habitude si silencieuse qu'elle s'insinue dans la conscience sans jamais annoncer sa présence. Pourtant, elle possède un pouvoir immense sur la manière dont les êtres humains perçoivent leur propre existence. Cette habitude, c'est la comparaison. Dès que l'on entre dans le monde social, une sorte de grille invisible commence à apparaître. Les vies ne sont plus simplement vécues, elles sont mesurées. Mesurées selon des étapes, des accomplissements, des symboles de réussite. À un certain âge, on devrait avoir atteint tel objectif. À un autre moment, on devrait avoir construit telle situation. Les trajectoires individuelles sont peu à peu alignées sur une chronologie collective. Ainsi se forme une sorte de récit implicite. La vie idéale suivrait une séquence prévisible. Les individus grandissent donc entourés de repères extérieurs. Les réussites des autres deviennent des points de référence. Les chemins empruntés par la majorité deviennent des modèles à imiter. Et sans même s'en rendre compte, chacun commence à observer sa propre vie comme on observe une course. Qui avance plus vite ? Qui semble réussir davantage ? Qui semble déjà avoir trouvé sa place ? Mais dans cette logique comparative, quelque chose d'essentiel disparaît. La singularité du développement intérieur. La psychologie analytique de Carl Gustav Jung insiste sur un point fondamental. Chaque individu possède un rythme psychique unique. L'évolution intérieure d'une personne ne suit pas une ligne droite ni un calendrier universel. Elle ressemble davantage à un processus organique, parfois lent, parfois imprévisible, souvent invisible de l'extérieur. Pourtant, la comparaison transforme ce processus vivant en évaluation constante. Lorsqu'une personne regarde les trajectoires des autres pour juger la sienne, un doute commence à s'installer. Peut-être suis-je en retard, peut-être que je devrais déjà être ailleurs, peut-être que quelque chose ne fonctionne pas en moi. Ce doute peut sembler anodin au départ, mais il agit comme une fissure dans la confiance intérieure. Peu à peu, l'individu cesse de regarder sa propre expérience pour se comprendre. Il commence plutôt à observer les vies des autres comme des miroirs déformants. Les succès visibles deviennent des preuves de supériorité. Les chemins différents deviennent des signes d'échec. La comparaison installe alors une tension permanente entre ce que l'on vit réellement et ce que l'on croit devoir vivre. Dans cet état d'esprit, certaines personnes finissent par abandonner des aspirations profondes simplement parce qu'elles ne correspondent pas au modèle dominant. Des désirs authentiques sont mis de côté, non pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce qu'ils ne ressemblent pas à ce que les autres poursuivent. Et c'est ainsi que, presque imperceptiblement, le regard extérieur commence à redéfinir le chemin intérieur, jusqu'à ce que l'individu oublie peu à peu qu'il possédait au départ une direction qui lui appartenait entièrement. Mais derrière cette comparaison permanente se cache souvent une peur plus profonde encore. La crainte silencieuse d'être observé, jugé et évalué par les autres. Il existe une sensation que presque tout le monde connaît. Cette impression d'être observé, évalué, peut-être même silencieusement critiqué. Une sensation parfois diffuse, parfois très forte, qui surgit dans certaines situations sociales, parler devant un groupe, exprimer une opinion, prendre une décision différente de celle des autres. Même lorsque personne ne dit rien, une tension apparaît, comme si un regard invisible pesait sur chaque geste. Beaucoup de personnes pensent que cette peur vient directement des autres. Elles imaginent que les jugements extérieurs sont la source principale de cette anxiété. Pourtant, la psychologie profonde révèle souvent un mécanisme beaucoup plus subtil, un mécanisme que la psychologie analytique nomme la projection. Selon la pensée de Carl Gustav Jung, l'esprit humain possède une capacité particulière.
Il peut attribuer à l'extérieur ce qui appartient en réalité à son monde intérieur. Des pensées, des émotions ou des jugements que l'on ne reconnaît pas en soi peuvent apparaître comme venant des autres. C'est ainsi que la projection fonctionne. Une personne peut par exemple croire que les autres la jugent sévèrement. Elle peut imaginer qu'ils analysent ses erreurs, qu'ils remarquent chaque imperfection, qu'ils critiquent silencieusement ses choix. Mais en observant plus profondément, on découvre parfois que cette critique ne vient pas réellement de l'extérieur. Elle vient d'une voix intérieure déjà installée. Une voix qui observe, qui compare, qui évalue. Une voix qui exige parfois la perfection ou qui répète des jugements appris dans le passé. Lorsque cette voix devient trop difficile à reconnaître consciemment, l'esprit trouve une solution. Il la projette. Ainsi, ce jugement intérieur prend la forme d'un regard extérieur. Les autres deviennent alors les porteurs symboliques de cette critique intérieure. Le monde semble rempli de spectateurs invisibles qui évaluent chaque action. Pourtant, une grande partie de cette pression provient de régions profondes de la psyché. Dans la pensée jungienne, ces régions sont souvent liées à un autre concept fondamental, l'ombre. L'ombre représente tout ce que l'individu a appris à rejeter en lui-même. Les traits jugés inacceptables, les émotions refoulées, les aspects de la personnalité que l'on préfère ignorer. Au lieu d'être intégrés consciemment, ces éléments sont repoussés dans l'inconscient. Mais ce qui est rejeté ne disparaît jamais complètement. L'ombre cherche toujours un moyen de se manifester. Et l'un de ses moyens préférés est justement la projection. Les qualités ou les défauts que nous refusons de reconnaître en nous deviennent soudain très visibles chez les autres. C'est pourquoi certaines réactions semblent si intenses. Une critique, un regard ou même une simple remarque peut provoquer une réaction disproportionnée. Ce qui semble venir de l'extérieur réveille en réalité quelque chose de profondément intérieur. Et dans ce jeu silencieux entre la conscience et l'inconscient, la peur du jugement devient bien plus qu'une simple inquiétude sociale. Elle devient le reflet d'un dialogue non résolu entre l'individu et les parties de lui-même qu'il n'a pas encore osé regarder directement. Et lorsque l'on commence à comprendre que ces jugements extérieurs sont souvent le reflet de notre propre monde intérieur, une nouvelle étape devient possible. Le retour vers le silence de la solitude. Dans le monde moderne, la solitude est souvent perçue comme quelque chose d'inquiétant. Beaucoup de personnes l'associent immédiatement à l'abandon, au rejet ou à l'isolement. Comme si être seul signifiait forcément être séparé du monde ou privé de quelque chose d'essentiel. Pourtant, dans une perspective plus profonde de la psychologie, la solitude peut représenter tout autre chose. Elle peut devenir un passage, un seuil, un espace particulier où l'individu cesse momentanément de se définir à travers le regard des autres. Car, tant que la vie est constamment remplie de voix extérieures, conversations, opinions, attentes, images sociales, il devient extrêmement difficile d'entendre ce qui se passe dans les couches profondes de la psyché. Le bruit du monde couvre presque tout. Mais lorsque ce bruit diminue, quelque chose commence à apparaître. Au début, c'est souvent très subtil. Un sentiment diffus, une pensée récurrente, une sensation intérieure difficile à nommer. Des fragments d'expérience qui étaient restés longtemps enfouis commencent à remonter vers la conscience. Dans la psychologie analytique développée par Carl Gustav Jung, ces moments de solitude sont considérés comme essentiels dans le processus de transformation intérieure. La solitude n'est pas simplement l'absence des autres. Elle agit comme une sorte d'espace psychique où les mécanismes habituels de distraction cessent de fonctionner. Lorsque l'individu n'est plus constamment occupé à répondre aux attentes extérieures, une autre dimension de l'expérience humaine devient perceptible. La voix intérieure commence à se faire entendre. Parfois, cette voix révèle des désirs que l'on n'avait jamais vraiment osé reconnaître. Des aspirations longtemps ignorées apparaissent soudain avec une clarté inattendue. Des directions de vie
qui semblaient impossibles ou irréalistes, commencent à demander de l'attention. Mais la solitude ne révèle pas seulement les désirs. Elle met aussi en lumière les blessures restées dans l'ombre, les émotions refoulées, les souvenirs non résolus, les questions existentielles que l'on avait appris à éviter. Dans le silence, ces éléments trouvent enfin un espace pour émerger. C'est pourquoi beaucoup de personnes ressentent un certain inconfort face à la solitude. Non pas parce qu'elles sont incapables d'être seules, mais parce que cet espace ouvre une porte vers des aspects de soi que l'on n'a pas encore explorés. Et pourtant, c'est précisément dans cet espace que peut commencer une véritable transformation. Lorsque l'individu accepte de rester dans cette zone intérieure, sans se précipiter pour la remplir de distractions, quelque chose de nouveau peut se former. Les fragments dispersés de l'expérience psychique commencent à se réorganiser. Les questions deviennent plus claires, les désirs deviennent plus authentiques. La solitude devient alors un lieu d'observation intérieure, un laboratoire silencieux où la personnalité peut se redécouvrir, loin des rôles sociaux et des attentes collectives. Dans ce territoire intérieur, l'individu n'est plus défini par les regards extérieurs. Il commence lentement à rencontrer quelque chose de plus profond, quelque chose qui attendait depuis longtemps d'être entendu. Car c'est souvent dans cet espace de solitude que l'individu commence lentement à retrouver quelque chose qu'il avait presque oublié, son propre centre intérieur. Après avoir traversé le regard des autres, les masques sociaux, les comparaisons silencieuses et les projections inconscientes, une question commence à apparaître dans la vie de certaines personnes. Une question qui ne vient pas de l'extérieur, mais d'un endroit plus profond. Et si la véritable direction de la vie ne se trouvait pas dans le monde extérieur? Pendant longtemps, beaucoup d'individus orientent leurs décisions selon des repères visibles. Les attentes sociales, les modèles de réussite, l'approbation collective. Cette orientation peut donner l'impression d'avancer, d'être intégré, de suivre un chemin reconnu. Mais tôt ou tard, une sensation différente apparaît. Un sentiment que quelque chose manque. Pas nécessairement un événement spectaculaire. Parfois, c'est simplement une impression persistante. Celle de ne pas vivre entièrement sa propre existence. Comme si une partie de soi observait la vie se dérouler, tout en sachant silencieusement qu'une autre direction pourrait exister. C'est que c'est souvent à ce moment que commence un mouvement intérieur. Un mouvement presque imperceptible au début, mais qui change progressivement la manière dont une personne regarde ses propres décisions. Au lieu de chercher immédiatement la validation extérieure, l'attention se tourne vers une autre source d'orientation, l'expérience intérieure. Cela signifie apprendre à écouter ce qui se passe en soi, les réactions profondes, les élans spontanés, les résistances qui apparaissent face à certaines situations. Des signaux subtils qui, pendant longtemps, ont été ignorés ou étouffés par le bruit des attentes extérieures. Ce processus demande une forme particulière de courage, car agir selon une nécessité intérieure signifie parfois s'éloigner des chemins déjà tracés. Certaines décisions deviennent plus difficiles à expliquer. Certaines directions peuvent sembler incompréhensibles aux yeux des autres. Mais dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, ce mouvement intérieur correspond à un processus fondamental. L'individuation. L'individuation n'est pas simplement le fait de devenir différent des autres, elle représente le développement progressif de la personnalité dans sa totalité. C'est un chemin par lequel l'individu commence à intégrer les différentes dimensions de sa psyché, les aspects conscients, les parties inconscientes, les forces opposées qui composent l'être humain. Ce processus ne suit aucune formule universelle. Chaque individu possède sa propre trajectoire, son propre rythme, ses propres confrontations intérieures. Ce qui semble évident pour une personne peut être profondément transformateur pour une autre. Peu à peu, à travers ce travail intérieur, une nouvelle forme de stabilité apparaît. Elle ne dépend plus uniquement du regard extérieur. Elle ne repose plus uniquement sur l'approbation des autres. Elle émerge d'un centre intérieur plus profond. Dans cet espace,
les décisions ne sont plus guidées uniquement par la peur du jugement ou le désir de correspondre à une image. Elles commencent à s'aligner avec quelque chose de plus authentique, une direction intérieure qui ne peut être pleinement comprise que par celui qui l'expérimente. Et c'est dans cette lente construction intérieure que l'individu se rapproche progressivement de ce qu'il a toujours été en essence, bien avant que le monde lui apprenne qui il devait devenir. Et lorsque ce centre intérieur commence enfin à se révéler, une compréhension nouvelle de la vie peut émerger. Une compréhension qui transforme la manière dont nous nous voyons et dont nous avançons dans le monde. À travers ce parcours intérieur, une réalité devient progressivement plus claire. La plus grande prison dans laquelle un être humain peut vivre n'est pas toujours visible. Ce n'est pas une prison faite de murs ou de limites physiques. C'est une prison beaucoup plus subtile, construite à partir des regards, des attentes et des images que nous avons accepté de porter au fil du temps. Pendant des années, parfois pendant toute une vie, une personne peut croire qu'elle doit répondre à ses attentes pour exister pleinement. Elle peut croire que sa valeur dépend de l'approbation qu'elle reçoit, que son identité doit rester cohérente avec l'image qu'elle a construite pour le monde. Mais la psychologie profonde nous rappelle une vérité essentielle. Ce que nous montrons au monde n'est pas toujours ce que nous sommes au plus profond de nous. Derrière la persona, derrière les comparaisons, derrière les peurs et les projections, existe un noyau intérieur beaucoup plus vaste. Un centre psychique capable d'évoluer, de se transformer, de se révéler progressivement. Dans la vision de Carl Gustav Jung, ce chemin de découverte intérieure porte un nom, l'individuation. Ce n'est pas un chemin rapide, ce n'est pas non plus un chemin parfaitement clair. Il implique parfois de traverser l'incertitude, de rencontrer les parties oubliées de soi-même, d'abandonner certaines images qui ne correspondent plus à notre vérité intérieure. Mais c'est aussi un chemin profondément libérateur. Car plus une personne se rapproche de son centre intérieur, moins elle dépend du regard extérieur pour définir qui elle est. Les décisions deviennent plus authentiques, les relations deviennent plus vraies, et la vie commence à prendre une direction qui ne provient plus uniquement des attentes du monde, mais d'une compréhension plus profonde de soi. Peut-être que le véritable tournant dans une existence ne se produit pas lorsque l'on change de situation, de carrière ou d'environnement. Peut-être qu'il se produit au moment précis où l'on commence à se demander, avec sincérité, qui suis-je lorsque je cesse d'essayer d'être ce que les autres attendent tantôt de moi ? Car c'est souvent dans cette question que commence la rencontre avec notre véritable visage. Et pour ceux qui osent suivre cette voie intérieure, ce chemin peut devenir l'une des aventures les plus profondes qu'un être humain puisse entreprendre.